les questions liées au développement des infrastructures et à leur maintenance sont au cœur du développement lui-même. Et on n'a pas besoin de faire de grandes thèses ni de développer de grandes théories pour se rendre compte que l'infrastructure est véritablement au cœur du développement de tout pays. On n'a qu'à prendre un avion et se déplacer, non seulement en Europe, qu'on connaît déjà, mais surtout dans ces pays qui, au cours des quelques décennies, en l'espace de quelques décennies, ont fait des bonds prodigieux en termes de développement, qui sont les pays d'Asie du Sud-Est. Mais quand on regarde encore plus près, il y a peu des zones comme le Moyen-Orient et le Maghreb, on se rend compte également qu'à la suite des pays du Sud-Est asiatique, toujours dans la même foulée, les investissements majeurs dans le domaine des infrastructures ont complètement transfigurer l'économie de ces pays-là. L'important, c'est de voir en quoi l'infrastructure dans un pays apporte des changements fondamentaux et est un élément déterminant du développement économique. Mais le Maghreb, je crois, et le Maroc est certainement l'un des exemples au niveau du Maghreb les plus caractéristiques. Et en l'espace de 3 décennies, c'est pratiquement aujourd'hui le Maroc est méconnaissable, non seulement au niveau de Rabat, Casa, Marrakech, mais sur l'ensemble du pays, et c'est l'une des caractéristiques, le développement des infrastructures, aussi bien dans les secteurs portuaires, aéroportuaires, mais routiers. On a parlé du programme de 1500-1800 km en l'espace d'une vingtaine d'années, environ 50 à 60 km d'autoroute par an. Pour nous qui mobilisons des ressources pour faire ces travaux-là, on se dit, mais enfin, c'est pratiquement miraculeux. Mais c'est lié à un certain nombre de recettes que naturellement ils partagent avec nous et nous rendons compte que c'est vraiment un facteur essentiel. Plus vos infrastructures sont importantes, plus les ressources nécessaires à leur entretien, à leur maintenance sont importantes. Et nous, peut-être en Côte d'Ivoire, sommes au niveau de l'Afrique un des pays qui a le plus connu cette réalité. En l'espace de 20 ans, 25 ans, entre 60 et 85, tout le monde sait que ce pays a fait des investissements prodigieux dans le secteur des infrastructures économiques, aussi bien routières, portuaires, aéroportuaires, et dans tous les secteurs. Et au bout de 25 ans, la machine, je dirais, est un peu tombée en panne et est allée au ralenti, simplement parce que l'économie étant fortement dépendante du secteur agricole, le retournement de conjoncture qui a vu la chute des prix des matières premières sur le marché international nous a énormément fragilisés et donc rendu notre déficit public relativement important. Et face à cette situation, on a eu recours au Fonds monétaire et l'une des règles fondamentales, c'est que manifestement, ce sont les investissements qui prennent le coût le plus important et la quasi-totalité de vos ressources sont consacrées au fonctionnement et aux services pratiquement sociaux de base. Mais ce n'est pas ça la situation la plus dramatique. C'est que mobiliser même des ressources pour entretenir l'important patrimoine infrastructurel que nous avions n'était plus possible. Après 20 ans quasiment de non-entretien, presque, on a un réseau qui a été dégradé à plus de 75%. Pratiquement, on était en train de perdre tout notre réseau revêtu. Quant au réseau routier non revêtu de 75 000 km, on en est réduit à une partie congrue de 25 000 km, je dirais, des réseaux routiers principaux qui desservent les principales zones de production. Sachant que notre pays est une économie essentiellement agricole et que les routes secondaires et principales qui permettent de convoyer les produits agricoles depuis les zones de production jusqu'aux zones, je dirais, d'évacuation ou de transport vers l'extérieur, que les routes sont vraiment essentielles à cette économie. Vous imaginez un peu l'impact en termes de points de croissance sur, je dirais, l'économie du pays. Une infrastructure, ça a une durée de vie. Mais cette durée de vie est liée également à un investissement en termes d'entretien régulier. Une route, elle fait 20 ans, elle est construite pour faire 20 ans, 25 ans peut-être, mais à condition que chaque année, on fasse l'entretien courant, l'entretien, je dirais, régulier et périodique qu'il faut faire. Quand on ne le fait pas, c'est plus 20 ans, je dirais, qu'elle vit. Elle a une durée de vie beaucoup plus, je dirais, courte. Pour qu'on puisse être compétitif, le port mérite qu'il y ait également un entretien et un développement. L'aéroport. Donc, il faut faire attention pour que si l'infrastructure doit être maintenue, entretenue, on considère que le plus important, c'est également de le développer. Ici, en Côte d'Ivoire, ce qu'on a fait, ce qui se fait également dans d'autres pays, c'est de chercher au moins à créer le fonds d'entretien routier. Ce sont donc des institutions qui existent dans beaucoup de pays pour mobiliser les ressources en dehors du financement direct de l'État sur le budget et pour trouver des taxes parafiscales qui permettent d'alimenter un compte de mobilisation de ressources qui est dédié exclusivement à l'entretien routier et qui permet non seulement d'avoir un minimum de montant, mais surtout d'avoir le plan de trésorerie qui soit en adéquation
avec les besoins de financement de la route. Ces fonds d'entretien routier permettent de régler non seulement la disponibilité de ressources, mais également la fluidité de ces ressources-là pour que les travaux puissent être réalisés dans les délais. Encore faut-il que ces fonds soient effectivement alimentés. Après avoir effectivement institué le fonds, on a rentré dans des débats extrêmement importants. Premièrement, quel est le taux de parafiscalité qu'il faut mettre pour que le fonds ait des ressources suffisantes pour pouvoir effectivement faire l'entretien. Voilà. Je vous ai dit qu'on avait besoin d'environ 80 milliards par an, et ce fonds alimenté à partir de taxes parafiscales sur le pétrole avait environ 10 ou 15 francs qui permettaient à peine de mobiliser 15 à 20 milliards. Donc c'est bien de mettre un fonds en place. Encore faut-il que la volonté politique accepte de mettre un taux de prélèvement qui lui donne les niveaux suffisants pour être en adéquation avec les besoins de mobilisation nécessaires à l'entretien. L'année dernière, le fonds d'entretien routier a pu, sur la base de ces cash flows générés par la parafiscalité, mobiliser 150 milliards de francs CFA pour le financement, je dirais, de l'entretien en termes de rattrapage et d'entretien courant. Je pense que l'année prochaine, ils sont en train de parler de 300 milliards parce que justement, les banquiers sont en confiance, l'appétit est là, la demande également est là, et je pense que c'est déjà une très bonne chose pour nous. Et on peut mettre des institutions, on peut mettre des fonds, etc. Mais les hommes qui sont chargés de le gérer, leur dynamisme, leur capacité d'anticipation et leur entre-gens et leurs compétences sont des éléments fondamentaux également de réussite de ces institutions et de ces instruments-là. C'est pour ça que j'insiste effectivement dessus. Les volumes augmentent, la demande augmente, la compétition augmente, et il nous faut à tout prix être à niveau par rapport au marché. Et là également, on entre dans des logiques qui sont extrêmement compliquées, parce qu'aujourd'hui, pour développer une infrastructure et atteindre à l'émergence, qui est notre ambition, devenir le hub sous-régional, qui est notre ambition, c'est des ressources importantes. On ne parle plus de 1500 milliards, là, on est à 5-6 000 milliards. Quand vous regardez le budget d'un État, donc sur fonds propres, vous n'êtes même pas capable de mobiliser 5 ou 10% de ces ressources-là. Quand vous regardez les bailleurs de fonds concessionnels, qui sont la deuxième alternative, ils vous donnent des ressources, ce qu'on appelle des quasi-dons, avec des taux de concessionnalité qui sont supérieurs à 35%. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut donner ça sur le marché financier. Quand vous faites le total de tout ça, vous n'y êtes pas encore. Ça veut dire que la seule alternative, c'est véritablement d'aller au marché financier lui-même à des conditions de marché. Ça exige d'avoir un certain nombre de règles, d'éthique, mais également d'avoir une économie suffisamment saine pour le faire. Il n'y a aucune autre alternative pour réhabiliter et développer ces infrastructures par rapport à son ambition que le marché. Quand on a fini avec l'empreinte directe sur le marché, un thème extrêmement favori aujourd'hui à la mode, c'est le PPP, partenariat public-privé, qui est, je dirais, aujourd'hui, dans la bouche de tout le monde comme étant la voie royale par excellence. Là également, le PPP, ça a ses mythes et ses réalités. Voilà. Le mythe, c'est de croire effectivement qu'un PPP, ça résout tout. Il suffit tout simplement d'avoir un projet, d'aller sur le marché, et puis dans le partenariat public-privé, on trouve toutes les ressources qu'on veut. Naturellement, c'est inexact. On se rend compte qu'effectivement, ça requiert de réunir un certain nombre de conditions qui sont extrêmement importantes, et à l'expérience que nous avons, et qui est effectivement d'avoir une réelle volonté politique de le faire, d'avoir un cadre légal et réglementaire qui permettent effectivement à ces investissements privés de venir, d'accepter de partager le risque, parce qu'il est évident que le privé ne vient pas pour que lui prenne les risques. En général, il demande au pays de donner des garanties sur le risque, de donner quelquefois même des garanties de trafic, qui est quelque chose qui est extrêmement important, surtout lorsqu'on sort de crise. Et il y a également la question d'avoir la capacité de l'État, les ressources humaines nécessaires pour pouvoir traiter ces questions-là. Aujourd'hui, notre ambition, c'est cela. C'est de dire, on a trouvé plus ou moins des mécanismes pour gérer progressivement la question de l'entretien de nos infrastructures. Maintenant, il faut effectivement penser au-delà de l'entretien à son développement. Il faut trouver des sources innovantes de ressources financières pour pouvoir financer effectivement le développement de ces infrastructures-là. Donc les bailleurs de fonds sont une chose, les ressources de l'État sont une chose, mais ces ressources-là requièrent également que le marché financier local et sous-régional soit en évolution par rapport aux besoins sur les projets portuaires et aéroportuaires. L'ensemble de ce dispositif n'a été possible que d'abord par la dynamique du marché interne. On le voit avec la présence des marchés sur le marché bancaire des banques marocaines sur le continent africain, qu'aujourd'hui ils sortent, mais c'est 20 ans internes de travail sur le marché bancaire lui-même et financier
qui a permis effectivement de créer un environnement propice à la mobilisation de ces ressources et au capital humain qui permet de le faire. On a besoin de trafic pour justifier la rentabilité d'une autoroute et mobiliser des ressources, mais en même temps, tant que l'infrastructure n'existe pas, il n'y a pas de trafic. Alors, qui vient avant l'autre? Le bailleur, lui, il attend le trafic, nous, on attend l'argent. En tout cas, la réalité, c'est que rien ne bouge. Donc, à un moment donné, manifestement, c'est l'État qui doit bouger. Parce que le bailleur, il prend de l'argent sur le marché, c'est des personnes physiques ou des institutions chez qui il les prend, et il y a des risques qu'il ne peut pas prendre. Aujourd'hui, on se rend compte que, quelles que soient les illusions qu'on nous donne, à la fin de la journée, vous vous retrouvez devant un banquier qui veut prendre le moins de risques possible. L'État doit prendre le risque. En tout cas, c'est notre philosophie. Et lorsqu'il prend ce risque-là, parce que justement, il croit à son économie, parce qu'il a la conviction de son trafic, en général, les choses se passent comme il faut. Donc voilà un peu, ici et là, des pistes innovantes pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a été un pays de tradition libérale, même si, comme je le dis, un coup de frein du contexte économique a ralenti notre progression. Les fondamentaux du pays sont des fondamentaux d'une économie libérale, puisqu'on est certainement l'un des rares, sinon le seul pays du continent où la gestion de l'électricité est confiée à une société privée, la gestion de l'eau est confiée à une société privée, la gestion des transports ferroviaires est confiée à une société privée, la gestion des transports aériens est concédée à une société privée, la gestion de l'activité portuaire pour un certain nombre d'activités est confiée au secteur privé. Pratiquement tous les secteurs publics à haute compétitivité et à nécessité des services ont été concédés à des opérateurs privés pour en faciliter le développement, l'entretien et nous maintenir en compétition. Ce qui crée un environnement extrêmement propice à l'attrait des financements publics dans ces secteurs-là et qui permet de nous donner l'ambition de jouer effectivement notre rôle de hub sous la sous-région. Aujourd'hui, dans le secteur de l'électricité, on vend effectivement de l'électricité à un certain nombre de partenaires de la sous-région, le Ghana, le Mali, le Burkina, et bientôt la Guinée, la Sierra Leone dans les extensions que nous sommes en train de faire, donc avec une ambition d'être un power pool. En termes routiers, nous avons aujourd'hui un programme d'infrastructure de 1500 km d'autoroutes sur lequel nous travaillons justement avec nos amis de Novec et de ADM, autoroute du Maroc, pour non seulement irriguer le réseau national intérieur, mais également connecter avec les pays de la sous-région. Parce que l'ambition de nos pays, ce n'est pas avec 25 millions d'habitants et 322 000 km² qu'on fait une grande région. Il faut véritablement regarder la zone UEMOA avec 100 millions d'habitants et la zone CEDEAO avec 300 millions d'habitants. Ça veut dire que l'autoroute Abidjan, Ouaga, Bamako, l'autoroute Abidjan, Lagos, Dakar sont des réalités qu'il faut dès maintenant prendre à bras le corps. Au niveau du hub également aéroportuaire, des investissements importants ont été faits dans Air Côte d'Ivoire pour justement créer les conditions de ce hub. Quel que soit l'investissement que vous faites dans un aéroport physique, si vous n'avez pas une compagnie aérienne, vous ne pouvez pas avoir un hub. Si vous allez aujourd'hui si vous allez aujourd'hui à Casa, c'est Royal Maroc. Si vous allez effectivement en Égypte, c'est Egyptair. Si vous allez à Addis, c'est Ethiopian Airlines. Si vous allez au Kenya, c'est Kenya Airways. Si vous allez en Afrique du Sud, c'est South African Airlines. Et ce sont les principaux hubs du continent. Entre Casa et Durban, en Afrique du Sud, il n'y a aucun hub aéroportuaire parce qu'il n'y a aucune compagnie aérienne majeure qui peut effectivement jouer ce rôle-là. Les ports, c'est pareil. Vous avez Tanger Med au Maroc, vous avez Damiette en Égypte, vous avez Djibouti, et puis après ça, il n'y a plus rien jusqu'à Durban en Afrique du Sud. Et puis après ça, entre Durban et Tanger, sur la côte atlantique, il n'y a aucun port majeur qui joue un rôle de hub. La Côte d'Ivoire, bien sûr, le Sénégal un peu ici-là, mais il y a une place majeure de hub aéroportuaire, de hub portuaire également à prendre. Donc, sur tous ces axes-là, transport ferroviaire, transport aérien, transport aéroportuaire, transport routier, l'État a des ambitions de jouer un rôle de hub sous-régional avec des investissements majeurs sur la base d'instruments financiers assez originaux et le développement d'une place financière sous-régionale également qui soit à la mesure de ces ambitions-là.